Euh, Corinne Béguerie, vous me voyez depuis ce matin. Donc, je suis doctorante au département de relations industrielles de l'Université Laval. Je fais partie de la chaire de recherche sur la reconnaissance, sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi de l'université. Et je suis dirigée par Kamel Beji, que vous avez vu ce matin. Je travaille sur la reconnaissance des compétences des médecins et des infirmières immigrants. Puis aujourd'hui, je vais vous partager mon analyse de la structure de coordination des acteurs institutionnels de la reconnaissance des diplômés hors Canada et États-Unis. Alors moi, je ne les ai pas appelés les diplômés internationaux, mais j'ai utilisé encore cette appellation de DHCE. La présentation classique, je vais vous faire une mise en contexte, présenter la problématique et l'objectif de la communication rapidement, mon cadre théorique, ma méthodologie de recherche, et puis je vais finir avec une présentation des résultats et essayer d'entamer une discussion avec vous là-dessus et j'espère bien que vous pourrez me partager, faire vos commentaires et me partager aussi de l'information qui pourra être profitable pour ma thèse. Donc, depuis l'accord Canada-Québec de 1991, la province du Québec accueille les immigrants économiques, sélectionne les immigrants économiques que la province désire accueillir selon leur niveau d'études, leur domaine de formation, leur connaissance de français. Et, pardon. Et donc, les professionnels formés à l'étranger sont informés qu'au Québec, il existe 54-55 professions régies par 46 ordres professionnels et la moitié de ces professions sont dans le domaine de la santé. Les ordres professionnels, vous le savez tous, sont responsables de s'assurer des compétences de leurs membres pour répondre à la mission de protection du public. Dans un contexte où de plus en plus de professionnels formés à l'étranger immigrent au Québec, notamment depuis le début des années 2000, bien, le système professionnel québécois s'est adapté et, par exemple, les ordres professionnels ont adapté leur processus de reconnaissance des professionnels formés à l'étranger. On en a vu des exemples ce matin, enfin un exemple ce matin avec l'Ordre des infirmières, mais pendant les 2 jours, là, les ordres vont nous présenter ces processus-là. Des ententes internationales ont été signées. On a vu qu'il y avait les ARM, par exemple, pour les Français. Et puis, en 2010, il y a eu la création du poste du commissaire au plan, qui est maintenant le commissaire à l'admission aux professions, ainsi que le pôle de coordination. Donc, les études démontrent que certains travailleurs qualifiés, choisis sur la base de leur potentiel à gagner leur vie et puis de leur expérience professionnelle, de leur diplôme, se heurtent à la difficulté de faire reconnaître leurs compétences dans la profession qu'ils exerçaient dans leur pays d'origine, notamment quand il s'agit d'une profession réglementée au Québec dans le domaine de la santé. Donc, moi, ma question de recherche, comme je vous disais tout à l'heure, elle porte sur elle est la suivante, c'est médecins, infirmières et infirmiers immigrants. Quel processus pour faire reconnaître ses compétences et exercer légitimement sa profession? Et j'étudie plus particulièrement la structure de coordination entre les acteurs institutionnels. On ne parlera pas des infirmières aujourd'hui, mais je vais vous présenter la synthèse sur le processus de coordination des DHCE. Donc, ces 15 dernières années, plusieurs acteurs institutionnels, plusieurs chercheurs ont fait état de difficultés rencontrées par les DHCE lors du processus de reconnaissance des compétences et de leur intégration dans leur profession. Conscient qu'il y avait là un enjeu, il y a eu des recommandations qui ont été faites et puis ces recommandations ont été suivies d'actions concrètes, mais qui ne donnent pas toujours les résultats escomptés, même si plusieurs succès sont à noter. Il existe encore des blocages qui sont dus
pour beaucoup à la multiplicité des acteurs institutionnels concernés et à des problèmes de coordination. Donc aujourd'hui, l'objectif de ma présentation, c'est de montrer la complexité de cette structure de coordination des acteurs de la reconnaissance des compétences des médecins diplômés hors Canada et États-Unis au niveau institutionnel. J'ai choisi de mobiliser la théorie des conventions et je m'appuie plus particulièrement sur les travaux de François-Aimard Duvernay et d'Emmanuel Marchal, pour ceux qui connaissent. La définition d'une convention, c'est qu'une convention désigne des représentations, une structure d'information, etc., qui construisent les informations jugées pertinentes et utiles pour l'action et déterminent la nature des objets qui peuvent servir de ressources. Qu'est-ce que c'est qu'une convention? Finalement, une convention résout un problème de coordination entre différents acteurs en situation d'incertitude. Ici, les acteurs de la reconnaissance des compétences des professionnels formés à l'étranger ont des incertitudes sur les compétences académiques et professionnelles des médecins et vont donc s'appuyer sur des outils, des normes, des épreuves pour pouvoir porter un jugement sur les compétences de ces DHCEU. Ma recherche est qualitative et j'ai fait une analyse documentaire de la littérature scientifique, bien sûr, de la littérature institutionnelle et j'ai beaucoup lu les travaux du commissaire, moi aussi, et la littérature grise. Dr. McClellan, tout à l'heure, avait une diapo où elle présentait quelques exemples de titres d'articles où on disait que le collège des médecins n'était pas toujours très ouvert. Donc, moi, mon objectif, c'était de voir aussi qu'est-ce qui se dit là-dessus. L'idée de la recherche, c'est pas de montrer qu'il y a des acteurs institutionnels qui sont plus fermés que d'autres, mais plutôt de comprendre justement la complexité et de voir qu'il n'y a pas que le Collège des médecins dans la reconnaissance des compétences des DHCEU, mais il y a une multitude d'acteurs qui sont concernés et ils se coordonnent entre eux. Puis comment ils se coordonnent entre eux? J'ai eu la possibilité de participer à la journée qui est offerte par le BCI aux diplômés hors Canada avant leur entrée, avant le jumelage CARMS dont parlait Dr. McClellan tout à l'heure. Et durant cette journée-là, j'ai pu écouter toutes les questions qui ont été posées par les DHCEU et la présentation aussi qui a été faite à ces personnes-là. Puis, j'ai participé également à la rencontre de préparation au CARMS. Donc, les DHCEU sont véritablement préparés pour des entrevues comme on se prépare à une entrevue d'emploi, comme on se prépare pour des offres d'emploi, pour répondre à des offres d'emploi, pour rentrer sur le marché du travail. Ils sont préparés de la même manière pour faire les entrevues de jumelage au CARMS. J'ai fait 4 entrevues semi-dirigées j'ai fait 4 entrevues avec des experts et puis 22 entrevues avec des diplômés hors Canada et États-Unis qui sont arrivés entre 2008 et 2018 au Québec. La majorité d'entre eux étaient des résidents permanents, mais certains sont arrivés avec un permis temporaire. Les diplômes obtenus, vous voyez, viennent de pays très diversifiés. Les personnes ne viennent pas forcément de ces pays-là, mais c'est leurs diplômes qui viennent de ces pays-là. Et puis, les 2 tiers étaient des femmes et 1 tiers d'hommes. J'ai fait 22 entrevues avec 20 acteurs institutionnels que j'ai sous-catégorisés avec des acteurs institutionnels comme le ministère de l'Immigration, le ministère de l'Emploi, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de la Santé, le Collège des médecins, le commissaire à l'admission, le pôle, le conseil interprofessionnel, puis les 3 facultés de médecine francophones. J'ai rencontré des acteurs de mise en œuvre des politiques publiques, donc je les ai appelés comme ça parce qu'ils sont financés par le MIFI, le MTES et parfois le M3S. Donc le C10, le CREM-CV, les organismes Hirondelle Premier et Rire 2000. Et puis finalement, il y a aussi des acteurs de soutien informationnel pour la reconnaissance des compétences et également des acteurs de soutien financier que je suis allée rencontrer, comme Qualification Québec, des avocats, des consultants en immigration, Microcrédit Montréal.
Donc, le résultat de tout ça, je l'ai visualisé, je l'ai préparé de façon visuelle. Donc, la structure de coordination des acteurs, il y a 3 processus. On va les passer en revue. L'immigration, la reconnaissance des compétences et l'intégration dans la profession. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment la structure qui concerne un DHCEU ou une DHCEU résident permanent qui prend la voie du permis régulier. Je n'ai pas ajouté dans cette complexité, dans ce schéma que vous allez voir qui est assez déjà bien complet, tout ce qui concerne les ARM et tout ça. Là, on est vraiment dans le schéma la structure qui concerne les DHCEU résidents permanents dans la voie du permis régulier. Donc, au niveau de l'immigration, c'est évidemment l'acteur institutionnel, c'est le MIFI, le ministère de l'Immigration, qui va établir des grilles de sélection et des listes de domaines de formation pour s'assurer que les immigrants qui vont être sélectionnés ont des compétences suffisantes pour pouvoir s'intégrer sur le marché du travail et également connaissent suffisamment le français pour pouvoir aussi intégrer le marché du travail et fonctionner, être opérationnel le plus rapidement possible en français dans la province. Avec qui ces grilles de sélection et ces listes de domaines de formation sont établies, donc ces outils-là, comment le MIFI et avec qui le MIFI se coordonne pour ça? Bien, il a des partenaires, les ordres professionnels, le ministère de l'Éducation, le ministère, le MEI, je ne me souviens plus de ce que ça... ministère du Développement économique, l'ancien Développement économique, l'Office des professions du Québec, qui l'informe et auprès desquels il va chercher de l'information. Mais surtout, il va travailler avec l'EMTES, qui lui-même travaille avec le M3S pour, dans un aller-retour assez important, valider que les grilles de sélection, les points qui sont attribués vont correspondre et les domaines de formation les plus importantes, celles qui vont avoir les formations les domaines qui vont avoir le plus de points finalement, correspondent aux besoins du marché du travail. Donc, on va pouvoir répondre aux besoins du marché du travail avec la sélection de ces personnes-là. Donc, c'est important de voir qu'on travaille sur les besoins du marché du travail et les points vont être attribués en fonction du niveau des diplômes. Donc, plus le diplôme est élevé, plus il va y avoir de points. Les points sont attribués également à l'expérience professionnelle. Donc, on aimerait avoir des gens qui ont de l'expérience professionnelle, des points sur la connaissance du français également. Puis, le ministère établit le formulaire dont je parlais tout à l'heure, le formulaire pour les DHCEU qu'ils doivent compléter. C'est la seule profession dans ce processus d'immigration. C'est la seule profession qui doit remplir ce type de formulaire-là, dans lequel ils disent que oui, ils ont compris qu'ils vont devoir certainement retourner aux études pour pouvoir exercer leur profession et que ça peut prendre un certain temps. Ensuite, dans le processus de reconnaissance, Dr. McMillan en a parlé tout à l'heure, c'est le Conseil médical du Canada qui va vérifier l'authenticité des diplômes quand les DHCEU vont faire leur demande d'équivalence du diplôme MD. Et puis, les examens. Alors, moi, j'ai mis 2 entre parenthèses pour les examens du collège du Conseil médical du Canada parce que les personnes que j'ai rencontrées sont venues entre 2008 et 2018 et jusqu'en 2018, ils avaient 2 examens du CMC à passer. Depuis 2019, ils n'en ont plus qu'un. Et il y a l'examen CNE, donc l'examen de la collaboration nationale en matière d'évaluation, qui a été élaboré, si j'ai bien compris, au début par le CMQ et qui est devenu pan-canadien. Alors, en rouge, on a les acteurs canadiens, puis en bleu, on a les acteurs québécois. Donc, pour pouvoir recevoir
l'équivalence du diplôme MD qui est délivré par le Collège des médecins du Québec, eh bien, les DHCU doivent réussir tous les examens qui sont demandés avant. Donc, c'est une collaboration qui se fait entre finalement les deux paliers gouvernementaux à ce niveau-là. Puis ensuite, ils doivent passer par la demande de jumelage qui est CARMS. Donc, le CARMS, c'est le Service canadien de jumelage des résidents et qui concerne les 17 facultés de médecine au Canada, dont les 4 facultés de médecine québécoises. Et les 4 facultés de médecine québécoises vont donner les informations à CARMS concernant les critères de sélection pour pouvoir intégrer la résidence. J'ai mis aussi entre parenthèses le BCI parce que, comme l'a mentionné tout à l'heure Madame McMillan, le BCI, c'est le Bureau de coordination internationale, c'est ça? C'est l'ancien CREPUC. Et eux aussi travaillent en collaboration avec le CARMS pour s'assurer que une fois que les DHCU ont reçu leur équivalence du diplôme MD, bien, ils peuvent recevoir l'information nécessaire pour pouvoir faire le CARMS. Puis ensuite, ce sont les facultés de médecine qui vont recevoir les DHCU et les examens que les étudiants doivent passer. C'est la même chose pour tout le monde, là, mais ce sont les examens du Collège royal et du Collège des médecins de famille du Canada qui sont des examens qui sont donnés au niveau canadien. Quand il y a un échec au CARMS, quand les DHCEU ne sont pas acceptés au jumelage, ils ont la possibilité de suivre un programme du C10 avec l'aide du CREM-CV aussi. Et ils sont préparés, ils se remettent ils ont un stage pratique, donc ils peuvent se remettre dans la pratique. Et à la fin de ce stage, s'il est réussi, ils peuvent refaire une demande de CARMS pour pouvoir de nouveau faire une demande de jumelage. Tout ça se base sur les référentiels de compétences dont a parlé tout à l'heure Madame McLellan. Donc, c'est formidable. J'ai vraiment, je peux faire les liens là. Ce référentiel de compétences, donc notamment le CANMEDS, a été réalisé en collaboration entre le Collège royal et le Collège des médecins du Québec. Donc, encore une fois, une collaboration entre le niveau fédéral et le niveau provincial. Enfin, concernant l'intégration, ben, on a les facultés de médecine qui, pour s'assurer des compétences des DHCEU, vont les faire passer par un véritable processus de sélection et puis faire les mises à niveau nécessaires avec des stages d'intégration si nécessaire. Puis ensuite, le Collège des médecins délivre le permis d'exercice et le M3S, à travers les établissements de santé, bien, lui a déterminé à travers les plans régionaux d'effectifs médicaux, le nombre de places qui doivent être comblées par les nouveaux médecins. À travers tout ça, les non-francophones, bien, ils doivent faire le test de français du MIFI pour pouvoir montrer qu'ils ont la connaissance nécessaire du français pour venir s'installer au Québec. Ensuite, ils doivent réussir le test de français international qui est demandé par les facultés de médecine. Puis finalement, ils doivent réussir l'examen de l'OQLF qui est demandé par le Collège des médecins du Québec pour la délivrance du permis. Et à travers tout ça, bien, on a les organismes d'information dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent donner de l'information tant au niveau de l'immigration que de la reconnaissance des compétences. Le commissaire est là pour faire l'arbitrage, c'est lui qui reçoit les plaintes quand il y a des plaintes, qui peut faire aussi des études. Et puis, il peut y avoir un soutien financier qui est accordé pour les professionnels formés à l'étranger. On a vu notamment les dernières annonces du gouvernement pour le microcrédit, pour justement aider les professionnels formés à l'étranger à payer les examens, etc. Donc, tout ça amène la discussion pour vous dire que pour les acteurs, la complexité de l'évaluation des connaissances, la complexité réside dans l'évaluation des connaissances académiques et professionnelles. Et puis, pour les DHCEU, la complexité, elle est vraiment dans l'enchaînement des épreuves qui se succèdent sans pouvoir passer une étape. Là, il faut vraiment passer les étapes les unes après les autres. Donc, je vais m'arrêter là. Aline m'a dit que j'avais fini mon temps.
Et puis,